Le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La situation reste confuse aux Antilles françaises, même si dans certains secteurs le retour au calme est perceptible. En Martinique, le blocage du port de Fort-de-France a été levé quelques heures après le départ du ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu. En Guadeloupe, les barrages sont moins nombreux, mais certains sont toujours source d'affrontements avec les gendarmes. Pour les syndicats locaux comme pour les habitants, un même sentiment. La visite du ministre n'a rien réglé. La vie dans l'île reste et restera compliquée. Reportage de notre envoyé spécial en Guadeloupe, Mathieu Bock. En sortant du supermarché, Myriam tient à la main son sac de courses rempli à moitié. Elle s'étrangle en regardant le ticket de caisse. Elle sait bien que la venue de Sébastien Lecornu ne peut pas tout résoudre, mais pour elle, son passage éclair sur l'île ne va rien arranger. Voilà, j'ai fait des courses, 118 €. Il n'y a pas de viande, il n'y a rien dedans. Il y a 5-7 articles pour 118 €. On n'arrive plus. C'est une période dure, mais on soutient le mouvement. On comprend. Avec les Guadeloupéens, il faut prendre du temps pour parler. On ne demande pas un mois, mais en 3 jours, 4 jours. Un manque de respect, un ministre qui vient, peut-être une matinée. Moi, j'ai dit que c'est une matinée qu'il est venu et puis il est reparti pour la Martinique. Voilà. Et il a tout réglé en tapant sur la table. Et puis, c'est pas moi, j'ai pas démerdez-vous, quoi. Patrick, lui, compte désormais sur des discussions entre les élus locaux et les syndicats pour sortir de la crise. C'est un peu ça. Les élus ont dit, puisque c'est ça, il nous faut prendre les choses en main, trouver des solutions nous-mêmes. Avec les syndicats. Parce que là, il y a urgence à résoudre les problèmes. Ah oui, très urgent. On en a marre des barrages, parce que moi, j'ai pas travaillé depuis le 18, c'est pas bon. Et en plus, je travaille avec des jeunes qui sont à la rue, là. Il faut vraiment que ça cesse. La première réunion est prévue pour aujourd'hui, jeudi, mais les syndicats réclament une délégation interministérielle afin, disent-ils, que les discussions ne restent pas en Guadeloupe, mais remontent à Paris. Pointe-à-Pitre, Mathieu Bock, Europe 1. Et Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer précisément, sera l'invité d'Europe 1 tout à l'heure. Dès la fin du journal de 8h, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Le congrès des Républicains. Les adhérents ont commencé à voter hier matin pour désigner leur candidat à la présidentielle. Scrutin sur 4 jours et à 2 tours. Clôture du premier tout à l'heure à 14h. Proclamation du résultat une demi-heure plus tard. On connaîtra alors les noms des 2 finalistes. On a déjà une certitude. La participation s'annonce élevée. Elle était de 64% hier soir à 21h15. Quant à imaginer celui ou celle qui sortira en tête, ça, c'est une autre histoire. Le suspense est total. Alexandre Chauveau, et chaque candidat s'en accommode comme il peut. Sereinement, c'est en tout cas ce que les équipes des candidats confient en public, même si l'absence de sondage et de remontée des bureaux de vote rend le scrutin particulièrement stressant. Personne ne peut se risquer au moindre pronostic et il y aura forcément des déçus, alors les candidats se préparent comme ils le peuvent. Valérie Pécresse s'est accordé une parenthèse au théâtre hier soir et suivra l'annonce des résultats depuis son QG du 8e arrondissement de Paris. De son côté, Michel Barnier effectuera une balade à vélo matinale avant de rassembler lui aussi ses troupes à son QG devant la conférence de presse de Christian Jacob. Éric Ciotti, lui, a prévu de réunir ses proches à côté du siège du parti dans un restaurant de la rue de Vaugirard. Le Niçois rêve d'un second tour et planche déjà sur la stratégie à adopter en cas de qualification. Philippe Juvin sera en province pour raisons familiales. Quant à Xavier Bertrand, il a passé la soirée d'hier en famille, chez lui à Saint-Quentin, avant de prendre la route ce matin pour Paris. C'est la fin d'une élection très particulière, résume son entourage, qui souligne l'incertitude totale et inhabituelle qui règne sur le scrutin. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Il est 7h04. La crise sanitaire, la 5e vague se renforce chaque jour un peu plus. Elle menace maintenant de submerger les hôpitaux à nouveau. Le cap des 10 000 hospitalisés Covid est franchi. Près de 2 000 sont dans un service de réanimation. Situation qui pourrait devenir rapidement ingérable. À Mulhouse et Colmar, le plan blanc vient d'être réactivé. Et cet afflux de patients intervient au plus mauvais moment. Afsané Saboui. Entre les pénuries de personnel et l'épidémie intense de bronchiolite, il ne manquait plus que la 5e vague de Covid. À Mulhouse, à Rennes, à Tarbes, à Brive, dans toute la France, des petits hôpitaux comme des grands CHU sont forcés de réactiver les plans blancs. Le professeur Djilali Hanan dirige le service de réanimation de l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Taux d'occupation 100% depuis mardi, pareil en maladies infectieuses. Et 8 patients sur 10 sont atteints du Covid. La fenêtre de tir, si je peux m'exprimer ainsi, pour amortir la 5e vague est en train de se refermer. Si on n'inverse pas la tendance, dans 3 semaines, on va être sous une tension intolérable. L'hôpital peut-il encore faire face dans cette situation ? La réponse d'Olivier Milleron, cardiologue et porte-parole du collectif Interhôpitaux, est amère. Les gens qui sont là, ils vont faire comme d'habitude, ils vont faire leur boulot, ils vont travailler encore plus. Mais travailler dans ces conditions-là, ça abîme les gens parce qu'on a l'impression de mal faire notre travail. Donc c'est pour ça que les gens s'en vont. Une nouvelle vague qui risque donc encore d'emporter des soignants avec elle, une fois les plans blancs levés. Afsané Saboui, spécialiste santé d'Europe 1. Une nouvelle affaire de violence conjugale, cette fois dans le monde du judo.
Que s'est-il passé dans le huis clos d'un appartement, celui de Margot Pinault? C'est là que cette judoka aurait été agressée et violemment frappée par son ex-entraîneur et compagnon. Interpellé, placé en garde à vue, ce dernier vient d'être jugé en comparution immédiate et relaxé faute de preuves. Incompréhensible pour la jeune femme qui a aussitôt publié les photos de son visage après l'agression, Jean-François Pérez. Oui, la photo est effrayante. On y voit le visage tuméfié de Margot Pinault. Elle affirme avoir frôlé la mort sous les coups de son compagnon Alain Schmitt dans la nuit de samedi à dimanche. Nous avons joint la championne. Elle ne souhaite plus s'exprimer pour le moment, mais elle nous a confié être encore sous le choc de ce déferlement de violence. Pour Europe 1, le président de la Fédération française de judo, Stéphane Nomis, a accepté de revenir sur les faits. Il ne comprend pas comment la justice a pu relaxer l'ancien judoka en première instance pour absence de preuves. J'étais hyper choqué de la voir dans cet état-là le premier jour. C'était waouh, c'était vraiment dur. Il y a une phrase moi qui m'a choqué, c'est absence de preuves, 10 jours de ITT, voilà, le nez, des marques au visage tuméfiées partout, des bosses. Ok. Le parquet de Bobigny a fait appel de cette relaxe d'Alain Schmitt. Le dossier reste ouvert. Le monde du judo s'indigne. Que faut-il pour que des sanctions tombent? La mort? S'interroge Clarisse Agbenienou, la championne olympique de Tokyo. Quant à Teddy Riner, il se dit profondément touché face à ces violences inacceptables. Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. En fin décembre, c'est le mois de Noël. Ce sont aussi les vacances au ski. Les premières stations sont en train d'ouvrir. Covid oblige, ce sera passe sanitaire et masque sur les télésièges dans les files d'attente. Quel bonheur. Heureusement, la neige est là. Si. Jean-Luc Boujon est allé à la station de Lens-en-Vercors en Isère pour s'en assurer. Reportage. Sur le plan météo, c'est une reprise idéale. Après une saison sans ski, la neige est cette année au rendez-vous. 80 cm de belles poudreuses à 1400 mètres d'altitude. De quoi retrouver de belles sensations. Ça fait plaisir. Ouais. La neige est magnifique. Je suis presque mieux que le matin de Noël. C'est génial. Non, ça, on attendait ça. L'année dernière, on n'a pas pu. C'est super, c'est cool, on s'amuse bien. On a fait la bleue ici. C'est agréable de reprendre le ski, ça t'avait manqué? Ouais, surtout avec le Covid. T'en as pas fait depuis combien de temps? Il y a un an. C'était trop long? Ouais. Mais pour beaucoup, évidemment, la crainte, c'est que tout s'arrête avec le rebond de l'épidémie. Valentin, lui, a bon espoir que ce ne soit pas le cas et il joue le jeu en mettant le masque quand il prend le tire-fesse. Je mets le masque, je pense qu'il faut. Je préfère le mettre par prudence qu'après me retrouver en disant oui, personne n'a mis le masque et on ferme les stations. Si les gens jouent le jeu, on peut garder les stations ouvertes. Même avis pour Ludovic Moulin, le directeur d'exploitation. On met toutes les mesures possibles en place. Notre volonté, c'est de pouvoir rester ouvert parce qu'on est quand même en plein air et les gens sont peu de contact entre eux et on fait vraiment tout pour qu'ils aient le moins possible de contact. Et les professionnels de la neige de citer l'exemple de la Suisse voisine qui n'a pas fermé ses stations l'an dernier sans pour autant voir les chiffres du Covid exploser. Lens-en-Vercors, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Voilà. N'oubliez pas, surtout, la fondue, c'est très important. Planter de bâton, mon bon Christophe. Voilà. Planter de bâton. Exactement. Allez. Quel est le principal défaut de votre souvenir? Il est égoïste. Allez, vous revenez tout à l'heure à 8h30. Merci Christophe.